Salut à tous chers cinéphiles, nous revoilà partis pour une confrontation originale remake. Ici c'est un cas un peu particulier puisqu'il ne s'agit pas d'un remake au sens propre. C'est plus une inspiration très forte d'un réalisateur par rapport à un autre. Nous sortons des sentiers battus me direz-vous, eh bien tant mieux car... Le changement, c'est maintenant! Plus sérieusement, nous allons parler de deux pays frontaliers, au cinéma différent mais tout aussi intéressant. Je parle bien évidemment de la France et de l'Espagne. Je commence donc à tâter le terrain avant que mon ami Camille vienne poser ses jalons avec son tour du monde cinématographique. Si je vous dis Georges Franju, ça vous dit quelque chose ? Peut-être oui, peut-être non, mais rassurez-vous que ce soit l'un ou l'autre c'est tout à fait normal. Ce réalisateur fait partie de ceux qui sont quasiment inconnus du grand public, mais la notoriété bel et bien présente chez les cinéphiles plus pointus. Au départ, Franju était plus tourné vers le théâtre, mais dès 1936, il s'intéresse au cinéma en créant avec Henri Langlois la Cinémathèque française. 2 ans plus tard, il devient secrétaire exécutif de la Fédération internationale des archives du film, le FIAF. Autant dire que ça roule pour lui quoi, le mec te met en PLS sans avoir fait un seul film. À la fin des années 50 et au début des années 60, il se lance dans la réalisation. Ses premiers films étaient plus tournés vers le fantastique voire l'horreur avec une mise en scène glaciale, mais son style va connaître une certaine évolution par la suite. Cependant, c'est son chef-d'œuvre Les yeux sans visage qui nous intéresse aujourd'hui. On traverse les Pyrénées et on se retrouve en Espagne pour parler d'un sacré numéro. L'extravagant, le provocateur, le génie espagnol, Pedro Almodóvar. Nous avons eu la chance de le rencontrer au Festival Lumière 2014 et je dois dire qu'il est égal à lui-même. Simple, impliqué dans son travail et avec son petit brin de folie. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets en description la vidéo en question. Ceux qui ne connaissent pas précisément Almodóvar, ou du moins que de nom, sachez que c'est un des cinéastes espagnols les plus importants et qu'il a un style très particulier. Il aime mettre des couleurs très vives, saturées, à la limite du kitsch et traite des sujets sensibles comme l'inceste, la pédophilie, le viol, l'homosexualité, le transsexualisme, etc. Tout ça dans une exagération et une extravagance notable. En même temps, quand on voit qu'il était chanteur travesti dans un groupe de punk et qu'il a commencé le cinéma en faisant des films porno. Oui, je sais, dit comme ça, Almodóvar peut passer pour un fou avec son style très extravagant et haut en couleur, mais il faut savoir qu'il a fait partie d'un mouvement artistique et engagé politiquement, la Movida madrileña. Ce mouvement a vu le jour en Espagne à la fin du franquisme pour profiter de la libération des mœurs et des arts sans censure ni menace politique. Les femmes sont également très importantes dans son cinéma, si bien qu'elles sont quasiment tout le temps au centre des intrigues et ont un rôle majeur. De plus, il porte un certain intérêt pour les relations familiales et cela se confirme également par ses nombreuses collaborations avec les membres de sa propre famille. Bref, c'est sans tergiverser, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler de La piel que habito. Maintenant que les présentations sont faites, passons au vif du sujet. De quoi parlent ces deux films ? Les yeux sans visage est une adaptation du roman éponyme de Jean Redon qui raconte le projet fou du docteur et chirurgien Génessier. Sa fille se retrouve défigurée après avoir été victime d'un accident de voiture. Le docteur, aidé par son assistante Louise, va kidnapper des jeunes filles afin de voler la peau de leur visage et la greffer sur celui de sa fille. De l'autre côté, La piel que habito est également une adaptation mais du roman Miguel ou Miguel de Thierry Jonquet. Nous y suivons Robert Ledgard, un chirurgien esthétique qui met au point une peau synthétique. Cependant, il garde le secret sur les tests qu'il a menés sur une femme cobaye, nommée Vera, qui vit enfermée dans son manoir. La relation entre le médecin et sa patiente est troublante et mal vue par la seule personne à détenir le secret, Marilia, la fidèle servante du chirurgien. Comme vous pouvez le voir, les histoires ne sont pas similaires mais ont toutefois plusieurs points communs. Pour ce qui est de Les yeux sans visage, nous pouvons noter quelques références aux films d'horreur d'antan. Tout d'abord, il y a ce somptueux jeu de clair-obscur tout au long du film qui peut représenter, à la manière du film noir, la double personnalité du docteur. Comme nous pouvons le voir sur cette image, cela montre parfaitement les deux facettes du docteur Génessier. D'un côté, nous avons un chirurgien de renom, respecté par ses collègues, et de l'autre, une sorte de créateur savant fou à la Frankenstein. Nous pouvons également voir avec Louise un personnage clé du film d'horreur tant sur son essence que par la façon dont elle est mise en scène. Comme dans tout film de créateur-créature, Louise joue le rôle de l'assistante complice qui est chargée des enlèvements et de l'assistance sur la table d'opération. À la manière d'un Dents de la Mer ou autre classique, elle possède un leitmotiv musical pour chacune de ses apparitions ou traques. Ainsi, par déduction, le spectateur sera en avance par rapport aux victimes et cette ironie dramatique va survoler tout le film. Certes, cette astuce peut passer comme banale à l'heure actuelle, mais cela donne toute une singularité au film de Franju. En effet, il y a plusieurs niveaux d'ironie dramatique, par rapport à la police, au corps médical, aux victimes, à Christiane, à son petit ami. C'est donc toute cette accumulation de petits mensonges et de manigances qui tire l'histoire vers le haut. Ce film est également intéressant puisqu'il montre les débuts du cinéma gore. Alors oui, je sais, vous allez me dire que ce titre revient à Bloodfist de Herschel Gordon Lewis, rien à voir avec Joseph Gordon-Levitt, mais je pense à deux séquences plutôt violentes pour l'époque. Je ne vous les décrirai évidemment pas pour éviter tout spoil, mais elles valent vraiment le coup. Mais au-delà de ce côté horrifique et violent, je trouve que le film est également intéressant pour son onirisme. Le personnage de la fille, bien que monstrueux par son aspect physique, possède tout de même un côté angélique et bienfaiteur, sans doute par ce masque blanc qu'elle doit sans cesse porter. De fait, on la voit errer dans la maison un peu comme un fantôme en quête de solution sur sa situation actuelle. Et cette fin. Mon Dieu, cette fin, à la fois violente et poétique avec un envol des colombes dans les bois,
Je tairai le reste pour vous laisser le découvrir, mais vraiment ce film est un pur chef-d'œuvre de Georges Franju. Certes, il semble tout simple sur le principe, mais relève d'une grande complexité et ambiguïté sur ses personnages. Son ambiance reste mythique, bref, jetez-vous dessus. Mais c'est alors qu'en 2011, Almodóvar décide de réaliser La piel que habito, et en grand fan de cinéma qu'il est, il décide de s'inspirer très fortement d'un film qui l'a beaucoup marqué. Les yeux sans visage. Le thème de l'emprisonnement était présent dans ce dernier, mais dans celui-là... Quoi, vous voyez pas ? Déjà dès le début, on voit que cette thématique va être omniprésente. Présence de barreaux pour l'apparition du titre. Barreaux eux-mêmes portés au sol de la chambre de Vera par leurs ombres. Des surcadrages sur des fenêtres obstruées par des barreaux et aux verres opaques et quadrillés. De plus, la combinaison que porte Vera pour protéger sa peau peut apparaître comme un double emprisonnement. Elle est enfermée dans une chambre et prisonnière de son propre corps. Et comme si ça ne suffisait pas, le film est quasiment en huis clos. Le résultat ? Quasiment aucun plan d'extérieur pour donner un peu d'air d'évasion au récit et des intérieurs plus blanchâtres et froids les uns que les autres. N'abusez pas sur les cachets, ça ne fait que commencer. Puisque nous sommes sur les intérieurs, nous allons continuer en parlant des décors. Comme vous le savez peut-être, au cinéma, rien n'est mis au hasard dans le décor, et surtout chez Almodóvar, où ils tiennent une place très importante. Ainsi, tous les recoins du cadre sont utiles. Pour ce film, prenons l'exemple des tableaux accrochés au mur et surtout de deux en particulier. Le premier est Artista creando una obra de Guillermo Pérez Vialta. Il représente une femme et un homme sans visage qui se regardent. Outre la référence au film de Franju, cela montre aussi la perte d'identité des personnages. Je n'en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler. Mais si on s'attache à la position des personnages, cela nous rappelle une série de plans qui reviennent assez régulièrement dans le film, où le docteur vient s'asseoir sur le divan pour parler à Vera, qui, elle, est allongée. Et cela fait référence à un deuxième tableau présent dans le film, La Venus recreándose en la musica de Tiziano. On y retrouve donc la posture des deux protagonistes, mais également la thématique. Dans le film, Vera serait la Vénus du docteur qui contemple sa création, et quand on voit l'aspect voyeuriste très présent dans le film ainsi que la fascination par rapport à cela, le tableau prend tout à fait son sens. D'ailleurs, il y a également une référence évidente à Frankenstein avec la créature et son créateur, mais également avec un emprunt au film noir et son personnage de femme fatale. Puisque l'on parle du docteur, je me dois de souligner la singularité de ce film par rapport à sa double personnalité. Dans l'original, Franju utilisait notamment la lumière pour suggérer la psychologie de son personnage. Mais là, Almodóvar se réapproprie la chose en y mettant sa touche personnelle. J'appelle à la barre le personnage de Seca, qui, et ce n'est pas un spoil monumental, est le frère de Robert. Le docteur, pour ceux qui ne suivent pas. Eh bien, lorsque ce dernier s'aventure chez Robert en son absence, nous pouvons voir qu'il représente la partie sexuelle et agressive de ce dernier, comme son propre démon. C'est une bête, comme le montre son costume de lion, qui ne se fie qu'à ses instincts animaliers. Alors oui, quand on voit ce costume what the fuck avec une queue au symbole phallique plus qu'évident, on est en droit de penser au personnage déluré qu'est Almodóvar. Mais je vous dirai non, non et encore non. Non mais c'est vrai quoi, c'est une très bonne trouvaille pour montrer l'ambiguïté du docteur et de ses bas instincts. Bref, passons un peu à la narration. Dans Les yeux sans visage, il y avait un jeu de piste entre spectateur et personnage avec beaucoup d'ironie dramatique. Cependant, dans La piel que habito, nous nous retrouvons face à l'inversement le plus total. Ici, les personnages en savent plus que le spectateur et le réalisateur s'amuse avec nous pour que l'on perce les mystères de l'intrigue. Ainsi, il y a de nombreux flashbacks qui aident le spectateur à comprendre le fin mot de l'histoire. Cela casse le rythme du film, diront certains, mais pour moi ce n'est absolument pas le cas. Cela relance l'attention du spectateur dans des moments où le présent est un peu flottant, surtout que le film a un peu de mal à partir. Et c'est avec ce jeu de pistes entre le spectateur et Almodóvar que beaucoup d'indices seront disséminés quant à l'identité de Vera, et notamment avec des fondus enchaînés lourds de sens. Je n'en dirai évidemment pas plus. Puis, bien souvent, on peut entendre une musique hypnotique lors de révélations importantes. Pelo amor de amar d'Hélène de Lima. Non seulement cette musique est liée au docteur par rapport à sa femme et sa fille, mais elle détient un fort ressort émotionnel. Como la flor feliz de ver como nace la flor. Hoy mi sombra se deshace como el viento. ¿Quién me quiere? Amará también lo peor de mí con ardor. El corazón del mundo canta en mi corazón. Mis pies siguen bailando sin cesar. Desde que apareciste todo es celebración y todo el dolor desapareció.
Je ne sais pas vous, mais elle me donne des frissons à chaque fois que je l'entends. Pour finir, nous pouvons dire qu'Almodóvar quitte ses leitmotifs habituels avec des femmes fortes et les couleurs saturées pour se pencher sur une ambiance glaciale. Il traite également plusieurs thèmes comme la vengeance, l'ambition, la réussite, la perte, la folie, la recherche, le transsexualisme, même s'il aime ça, la violence sexuelle et la mélancolie. Nous pouvons donc voir qu'il soulève plus de sujets que le film de Franju, mais cela n'enlève en rien la qualité du film français. Pour l'époque, Les Yeux sans visage détient énormément de qualité et de nouveautés, ce qui l'a très vite catapulté au statut de film culte, si bien qu'il a inspiré plus d'un cinéaste. Outre Almodóvar, John Carpenter avoue s'être inspiré du masque blanc porté par la fille pour réaliser celui de Michael Myers dans son culte Halloween. De plus, il y a eu de nombreuses réadaptations comme Le visage d'un autre d'Hiroshi Teshigahara ou L'horrible Dr Orlov de Jesus Franco. Rien à voir avec le fils illégitime du Christ et de l'autre dictateur de merde. Mais qu'en est-il du verdict ? Original ou remake ? Je ne vais pas vous mentir, au départ je n'avais pas du tout aimé le film de Franju, mais après 2-3 revisionnages, je l'ai apprécié davantage et considéré à sa véritable valeur. Cependant, j'entretiens avec La Piel qui habito une relation très particulière. Il m'a marqué dès mon premier visionnage et lorsque l'envie me prend de le revoir, je l'apprécie davantage. Il est tellement singulier dans l'œuvre d'Almodóvar, tout en gardant des éléments le rattachant au metteur en scène, qu'il est devenu mon film préféré au sein de sa filmographie. Du coup, comme vous l'aurez compris, même si j'apprécie l'original, je préfère largement sa réadaptation. Mais que cela n'influence pas votre choix, les deux sont excellents. En tout cas, j'espère que je vous aurai donné envie de voir ou de revoir ces films, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En espérant que ça vous ait plu, vive le cinéma, ciao.